Au cours de ces années passées à Lagore, mes relations avec le SNI ne s'étaient pas améliorées. Mes anciens camarades n'avaient pas apprécié que je quitte le syndicat. Ils n'avaient pas admis non plus que M. Gégou me désigne comme représentant des animateurs UCEP pour siéger à l'inspection académique dans des réunions traitant de cette activité sportive avec M. Jamet, l'inspecteur en charge de contrôler l'UCEP, et de M. l'inspecteur d'académie. Comble de lèse-majesté, M. Gégou m'avait également demandé de participer, en tant que représentant du personnel, à la commission chargée d'inscrire sur la liste d'aptitude les instituteurs candidats à la nomination sur un poste de directeur d'école. Cela ne se passait plus au rectorat à Poitiers, mais au cheffelier de chaque département. Mes collègues du SNI revendiquaient le droit de désigner un de leurs membres. Personnellement, je n'étais pour rien dans la décision de l'administration. Apparemment, il devait y avoir un contentieux entre l'académie et le syndicat, je ne sais pas de quelle nature. Seulement c'est moi finalement qui en subissais les contre-coups. Dans la mesure où j'étais convoqué, je n'avais aucune raison de refuser. J'aurais même indisposé ma hiérarchie si j'avais décliné leur nomination. Dans cette ambiance délétère, j'étais allé jusqu'à me syndiquer à une nouvelle structure, le syndicat des directeurs. Il venait de voir le jour et il était là pour nous défendre auprès de l'administration, ce que refusait de faire le SNI. Évidemment, ce nouveau venu fut désigné comme étant un syndicat de droite, ou pire encore, un syndicat maison. Pourtant, dans sa littérature, je ne trouvais rien qui puisse justifier un tel jugement. Nous étions peu nombreux à y adhérer, mais au cours d'une élection au niveau départemental, où nous assistions en tant qu'assesseurs, j'étais venu le représenter et mes anciens camarades m'avaient fait sentir que je n'étais pas le bienvenu. D'autres événements allaient continuer à les indisposer à mon égard. Notre collègue Chollet, conseiller pédagogique auprès de M. Gégou, avait eu vent que j'avais mis au point une nouvelle technique pour faire réaliser aux enfants des reconstitutions de textes. Il me demanda si j'accepterais qu'ils viennent dans ma classe pour assister à une séance. Avec mon accord, il vint nous observer et à la fin de la reconstitution, il me dit qu'il serait intéressé, si je l'acceptais, de revenir avec une équipe du CDDP pour filmer une séance. Cela lui serait très utile avec les jeunes enseignants dont il avait la charge pour leur formation pédagogique. J'acceptai et les collègues vinrent avec le caméraman et le preneur de son réaliser les prises de vue nécessaires au montage du film. Une autre fois, c'est notre collègue responsable de l'UCEP qui nous demanda à Andrégo et à moi si nous accepterions de recevoir dans notre école la promotion des normaliens et des normaliennes en dernière année de formation professionnelle pour leur montrer notre organisation de tiers-temps dans la partie sport. Tous avaient entendu parler de nos résultats sportifs et notre collègue souhaitait les encourager, une fois en poste, à venir grossir les rangs de l'association. La rencontre eut lieu. Nous devions leur présenter un panel de nos différentes activités, courses de relais, courses de régularité, entraînement de handball et démonstration d'élandis. Une discussion s'engagea après la présentation des différentes activités. André et moi, nous fûmes sidérés par les réactions de cette cinquantaine de futurs enseignants. Ils avaient été conditionnés durant leur formation par des enseignants gauchisants en poste à l'école normale. Ils critiquèrent tout, allant jusqu'à nous accuser d'embrigader les enfants avec nos landis et de les formater pour devenir des citoyens soumis dans le monde capitaliste. André, furieux, dit à notre ami de l'UCEP: « Écoute, ce n'est pas la peine que tu nous demandes l'an prochain de recevoir une autre promotion de normalien. Ce sera non. » Ce à quoi j'adhérais parfaitement. Cela me rappela que j'avais reçu, durant l'année écoulée,
une de ces normaliennes venue remplacer, pendant 1 mois, mon collègue André, parti suivre un stage. J'avais été obligé d'intervenir au cours de son séjour. Elle avait reçu un professeur de l'école normale, passé la superviser durant son séjour dans notre école. J'avais entendu un grand bruit dans la classe qui était mitoyenne de la mienne. Après le départ du professeur, je m'étais inquiété d'un tel vacarme. C'est parce que 2 gamins étaient en train de se battre en duel avec leurs règles, me répondit-elle. J'ai voulu les séparer et mon prof est intervenu et m'a dit « Ne les séparez pas, laissez-les s'exprimer ». Là aussi, j'étais estomaqué par une telle réaction. Cette même jeune personne avait voulu élever un lapin dans la classe. Elle avait apporté une cage. Seulement, elle ne l'entretenait pas et cela commençait à sentir mauvais dans la pièce. Je lui dis qu'il serait sûrement mieux que le lapin soit descendu sous le préau. Elle avait refusé, prétextant qu'il fallait que les enfants puissent observer l'animal au cours de la journée. M. Gégou avait annoncé qu'il viendrait, lui aussi, la visiter. Averti du jour de son passage, j'eus la fourberie d'installer le siège de l'inspecteur juste à côté de la cage du lapin. L'atmosphère était devenue irrespirable. J'espérais que M. Gégou réagirait. Mais il n'en fut rien. Décidément, il avait bien changé depuis son voyage pédagogique au Canada. Après son départ, je retournai voir la jeune écervelée et je la mis en demeure de descendre l'animal et sa cage dans la partie commune, puisqu'elle était incapable d'assurer l'hygiène de l'animal. Elle refusa à nouveau. « Dans ce cas, je vous ordonne de repartir ce soir avec votre lapin, et de ne pas le rapporter, lui dis-je. » Et l'affaire en resta là. L'atmosphère redevint à nouveau respirable dans l'école. Après le départ en retraite de M. Gégou et son remplacement par Mme Gisèle Boiry, j'étais allé suivre un stage de décryptage de photographie aérienne qu'elle avait organisé dans le courant du mois de février. Pendant ces quelques jours, elle s'était mise à me tutoyer, ce qui m'avait un peu gêné. C'était une très belle femme et je m'interrogeais sur son attitude à mon égard. De mon côté, je continuais à la vouvoyer. À la suite de cette formation, elle avait fait appel à moi pour aller faire passer l'oral d'un CAP à une jeune normalienne en poste dans une école de Saint-Jean-d'Angély. Hélas, nous avions été obligés de la coller. Elle s'était présentée sans avoir préparé sa classe. Pourtant, elle avait été avertie de notre venue, comme c'était alors la règle depuis peu. Je commençais à m'interroger sur ma situation. Depuis notre arrivée à Lagore, nous avions quelque peu déchanté sur le logement. L'hiver, nous avions constaté le peu d'isolation des murs, et même avec le chauffage au gaz poussé à son maximum, nous atteignions difficilement plus de 15 degrés lors des grands froids. Heureusement, ceux-ci ne duraient jamais très longtemps. Le bord de mer, très proche, favorisait un climat plus tempéré qu'à l'intérieur des terres. Pour comble de malchance, l'appareil de chauffage finit au bout de quelques années par créer de la condensation au plafond et de l'eau ruisselée, provoquant des pannes à répétition. Heureusement, j'avais souscrit un contrat d'entretien auprès d'une société à la Palisse. Elle venait régulièrement réparer, mais c'était assez inconfortable d'être toujours sous la menace d'un incident de chauffage. J'avais averti la mairie de mes déboires depuis pas mal de temps. Un jour, un des adjoints vint me prévenir qu'ils allaient me reloger. La municipalité envisageait de construire un logement de fonction devant le square des Échassiers, entre le logement du dentiste et le logement du kinésithérapeute. Il y avait un espace libre entre les 2 habitations. Je demandai à être consulté pour les plans. Au cours de la préparation du projet, qui variait régulièrement, j'ai mis des réserves. Il fut question tout d'abord de construire le futur appartement au-dessus d'une succursale de banque qui serait installée au rez-de-chaussée. Je refusai cette idée. Ensuite, le plan prévoyait une maison de plain-pied encastrée entre les 2 autres logements qui, eux, avaient pour l'un un sous-sol légèrement rehaussé
et pour l'autre un étage. Cela donnait un aspect étrange à l'ensemble. Le plan intérieur était composé de 3 pièces, dont 2 chambres sans placard. Leur superficie ne permettait pas l'installation d'une armoire. La surface, au sol du logement, était ridiculement petite. Il serait beaucoup moins spacieux que l'habitation actuelle. Je prévins l'adjoint en charge du projet qu'en l'état, si rien ne changeait, je serais amené à demander mon changement. Je souhaitais une construction avec étage, d'une superficie qui me permette, comme c'était le cas actuellement, d'avoir une chambre pour chacune de mes 2 filles. Ma menace ne fut pas prise au sérieux. Quand je vis les travaux commencer, ma décision fut prise et je me mis en mesure de participer au mouvement. Parmi les postes de direction libres sur La Rochelle, ou susceptibles de le devenir à la rentrée de septembre 1980, 4 établissements retinrent mon attention et je les plaçai dans l'ordre de préférence suivant. En premier, mon choix se porta sur le groupe scolaire de Bel-Air, situé en bordure de Mireuil. C'était un bel établissement qui comptait une 12aine de classes, avec un beau et spacieux logement de fonction. Le second sur la liste était le poste de l'école Valin en plein centre-ville. Il ne comportait que 5 classes, mais il était parfaitement situé, près du collège Eugène Fromentin et du lycée d'Autey. Son logement, quoique plus ancien, faisait partie, là aussi, des beaux logements de fonction de la ville. En troisième choix, j'avais opté pour l'école de la Palisse. Là, c'est le logement qui avait attiré mon regard. Il était très grand et confortable. La salle de séjour était immense. Elle avait une superficie d'environ 40 mètres carrés. Enfin, j'avais placé en 4e position le groupe scolaire Condorcet. C'était celui que j'avais sélectionné en cas de nécessité absolue. C'était un établissement de 15 classes, certes, mais le quartier, Villeneuve-des-Salines, n'était pas réputé pour être très calme. Il y avait pas moins de 40 nationalités parmi les élèves. Le logement était récent, mais tout juste assez grand pour qu'il puisse nous convenir. Le sort en était jeté. Il n'y avait plus qu'à attendre le verdict du mouvement. Quelques jours avant la réunion qui devait décider de ma nouvelle affectation, je reçus un coup de téléphone de mes collègues de Bel-Air. Ils venaient me féliciter pour ma future nomination à la direction de leur établissement. Ils savaient, par une indiscrétion syndicale, que j'arrivais en tête sur le poste au premier choix. Ils étaient heureux d'apprendre que c'était moi qui allais diriger l'établissement. J'avais plusieurs bons copains dans la place, notamment Jacques Guillembourg, contre qui mes équipes de handball jouaient tous les ans. J'étais très prudent, et je leur demandais d'attendre la parution du mouvement pour se réjouir. Je me souvenais de ma nomination surprise au treuil des filles. J'avais bien fait de me méfier. Lorsque je reçus mon affectation, j'étais nommé à l'école Valin. Entre-temps, il y avait eu une magouille. Lorsque le syndicat s'était rendu compte que j'obtenais Bel-Air, les responsables locaux décidèrent qu'il fallait me barrer la route à tout prix afin que je n'obtienne pas ce poste envié par beaucoup. Jean-Pierre Baudenay, le secrétaire départemental du SNI, en poste à La Palisse, avait porté sa direction au mouvement pour se déplacer sur La Rochelle. Il avait demandé Bourgard en premier et Bel-Air en second. C'était son choix. Afin de me contrer, il avait modifié sa demande au dernier moment, alors que les listes étaient prêtes pour passer en commission le lendemain. Il avait mis Bel-Air en premier sur sa demande et Beauregard en second. De cette façon, je n'arrivais plus que second sur le poste et j'étais éliminé. Lorsque mes collègues de Bel-Air apprirent la nouvelle, ils furent furieux. Ils voulaient que je proteste auprès de l'administration. Que pouvais-je faire? Je n'avais aucune preuve et je n'avais pas de raison d'avoir eu connaissance de cette manipulation de dernière minute. Le syndicat était suffisamment puissant et ce n'était pas la première fois qu'il y avait des passe-droits. Ma nomination à l'école Valin satisfaisait le SNI. Outre le fait que je n'avais pas eu Bel-Air, cette école risquait de voir son effectif baisser.
Il n'y avait que 5 classes et en cas de suppression de l'une d'entre elles, je risquais de voir mon salaire amputé car j'aurais changé de catégorie. Il s'en félicitait à l'avance. La directrice, Madame Paulet, à qui j'avais succédé à Beauvais, prenait sa retraite et n'était pas très appréciée, ce qui expliquait la désaffection des élèves pour l'établissement. La guéguerre continuait avec mes anciens camarades. Il me restait à prévenir monsieur le maire de Lagore de mon prochain départ. Il sembla le regretter. En guise d'adieu, il me dit « Vous avez été dur en négociation.